Bonjour Anne-Marie, bonjour Monique, Michel, Elep. Bonjour. Bonjour, c'est vrai. Vous êtes les bénévoles de l'équipe d'Espace du Cambodge. Monique, vous pouvez donner la définition de l'Espace Cambodge? Alors oui, une définition très simple, comme toutes les associations, c'est une association loi 1901. Alors elle a été créée à l'arrivée massive des Cambodgiens depuis les camps de Thaïlande en 1984. Le père François Ponchot, comme tous les Occidentaux, a dû quitter le Cambodge à une certaine époque après l'arrivée des Khmers rouges. Et ensuite, les Cambodgiens qui étaient dans les camps de frontières sont arrivés par lot de sang dans les foyers d'accueil. Parce que la France est ouverte à un moment donné, ainsi que l'Allemagne et puis d'autres pays. Donc il y a eu des foyers d'ouverts et les Cambodgiens arrivaient. Ils étaient là pour 3 mois et il nous est apparu très très vite que lorsqu'ils devraient quitter ce foyer, ils seraient dispatchés un petit peu dans toutes les villes de France et qu'ils allaient se retrouver un peu en difficulté et tout seuls puisqu'ils ne parlaient pas la langue. Alors le père Ponchot a pensé qu'une association avec une adresse, un numéro de téléphone et lui qui parle bien la langue khmer serait d'un grand secours pour ces personnes. Donc l'association a été ouverte à ce moment-là et très 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 vite les Cambodgiens ont téléphoné pour demander et de la nourriture khmer parce qu'ils étaient en manque. C'est une des choses qui leur a manqué très très vite. Et aussi le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui les comprend, qui avait vécu avec eux une dizaine d'années déjà. Voilà, donc l'association s'est ouverte à ce moment-là et pendant une vingtaine d'années, elle n'a pas désempli. D'accord. Le père François Ponchot, vous le connaissez tous très bien. Nous attendons tous la conférence du père François, du père François Ponchot. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour tous ceux qui aiment le Cambodge, qui s'intéressent au Cambodge. Oui, effectivement, enfin, il y a la grande conférence du père Ponchot qui est donnée ici aux missions étrangères de Paris. Et puis, il y a toutes les conférences qu'il donne lorsqu'il va en province. Alors, il y en a aussi bien à Salanches, son pays d'origine, qu'à Bordeaux, que dans le nord, ou l'ouest ou le sud de la France, chaque fois qu'il est invité, également à Toulouse, par exemple. Donc, ce sont à chaque fois, chaque année, c'est très attendu. Et nous, à chaque fois, on a un peu le frisson. On se dit, il va venir, il va reparler du Cambodge. Les gens seront peut-être moins intéressés. Et à chaque fois, c'est un succès extraordinaire. Et à chaque fois, il nous reparle du Cambodge. Et à chaque fois, on est ému. Et à chaque fois, il y a des gens qui sont prêts à l'aider pour tout ce qu'il fait là-bas. D'accord. Et vous pouvez parler un petit peu de la dernière conférence le mois dernier? Alors, la dernière conférence a été à Paris. Oui. Elle a été assez particulière parce qu'il y avait le père Ponchot d'une part et il y avait monsieur Fraisse d'autre part. Monsieur Fraisse est en fait le gendre, je crois, d'un architecte qui avait construit beaucoup de monuments, si on peut dire, comme la cathédrale ou l'ancienne cathédrale de Phnom Penh, et qui est venu faire la présentation en photo de tout ce qui avait été construit. Et ça a été un retour en arrière très intéressant dans les années 50-60, voire avant pour certains monuments. Certains sont encore là, les marchés par exemple, d'autres ont disparu comme la cathédrale. Et ça a ajouté quelque chose à ce que disait le père Ponchot, qui lui est parti plus spécialement cette année sur des parallèles entre bouddhisme et christianisme. D'accord. Très intéressant. Peut-être Anne-Marie, vous vous rappelez de votre première rencontre avec le père François Ponchot? Oui, je m'en souviens, c'était en 94, lorsque mon fils allait partir au Cambodge en tant que coopérant pour 2 ans. Il faut dire qu'en 94, le Cambodge, c'était pas encore très... C'était pas la paix, c'était un peu une aventure. Et il nous a dit, avant de partir, il faut que je passe à l'association Espace Cambodge pour mettre des livres dans ma malle, des livres du père Ponchot. Donc on est parti à Espace Cambodge. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le père Ponchot, qu'on a pu discuter avec lui. Et c'est vrai que pour nous, pendant ces 2 ans, notre fils était là-bas. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien de tout ça. Le père Ponchot, quand il est arrivé, c'était un peu un lien pour nous. On était contents de le voir. Il nous apportait un petit peu un air de notre fils là-bas. Voilà. Et depuis
Et depuis, c'est-à-dire que j'ai mis les pieds dans l'association en 94 et j'en suis plus jamais ressortie, quoi. C'est terrible quand vous mettez les pieds dans ce genre de choses, vous n'en ressortez pas. Non seulement j'en suis pas ressortie, mais je suis ravie d'y être et voilà. Et donc on a un lien évidemment très fort avec le Cambodge puisque notre fils est toujours au Cambodge. Il vit avec sa femme et ses enfants. D'accord. Et il fait quoi là-bas? Il travaille dans une société qui s'appelle RM Asia. Il est directeur de cette société qui importe entre autres des véhicules Ford. Et il fait plein d'autres choses. Et puis, depuis 3 ans, il est président de la Chambre de commerce franco-khmer. Voilà. Donc on est très en lien avec le Cambodge. Vous n'aurez plus à vous en détacher. Et Monique? Mon premier souvenir avec le père Ponchot? Oui. Bon, il s'est passé fortuitement dans une des paroisses où il a été nommé pour la 10aine d'années. Il ne le savait pas encore qu'il allait rester une 10aine d'années en France. Comme il est incardiné à Salanches, son évêque l'a détaché et il est venu dans le diocèse de Créteil. Et comme j'étais très engagée en paroisse, un jour on s'est rencontrés dans la même paroisse et il a commencé à parler du Cambodge et l'effet qu'Anne-Marie vient de décrire a été le même pour nous, pour mon mari et pour moi. Donc on a mis le pied ou le doigt dans l'engrenage et on n'en est plus ressorti non plus puisque il a quand même un peu décrit les besoins des Cambodgiens qui allaient arriver. Il pensait, lui, que peut-être il repartirait un peu plus tôt, mais il n'a pu regagner le Cambodge qu'en 1994. Donc, durant les 10 années qu'il est resté en France, on a fait œuvre utile puisqu'on a ouvert cette association. Voilà. Quels étaient les besoins des Cambodgiens qui venaient d'arriver ? Alors, ils avaient tous les besoins du monde. Quand on arrive un peu parachuté dans un pays qu'on n'a pas choisi, forcément, ils étaient très heureux d'être là, bien sûr, après l'enfer Khmer Rouge. Mais il se trouve que tout au niveau des papiers, au niveau de la nourriture, j'en parlais tout à l'heure, les liens avec tous les services sociaux, voilà, un peu décanter toute la situation et puis les aider à passer dans toutes les arcanes des administrations françaises. Voilà, ça a été notre premier travail. C'est un bon souvenir parce que finalement ça crée des liens et beaucoup des familles qu'on a aidées dans les premiers temps sont toujours là. Donc ce sont des gens tellement attachants, voilà. Michel ? Premier souvenir avec le père Ponchot. Et il va ressembler beaucoup à celui qu'a décrit Anne-Marie, c'est-à-dire le fait effectivement de découvrir Espace Cambodge, puisque notre fils disait il faut que j'y passe, de découvrir ce que faisait Espace Cambodge, et puis sans savoir qu'on allait y rester autant de temps, mais très rapidement, certaines personnes que je ne nommerai pas ont dit tiens, il y a des choses à faire dans l'association, est-ce que par hasard il y aurait quelqu'un qui pourrait s'occuper de la comptabilité ou quelqu'un qui pourrait s'occuper de la gestion du personnel, même si avec 2 personnes il fallait quand même faire la paye, ce genre de choses. Et puis j'ai dit oui. Et comment il est au Cambodge ? Le père Ponchot ? Oui, dans son travail. Il est très efficace, très énergique et j'allais dire en même temps diplomate. Pourtant, nous, quand on le voit en France, on n'a pas toujours l'impression qu'il est très diplomate. Mais là-bas, on sent qu'il connaît parfaitement les gens. On a été dans un village avec lui et effectivement, il y avait les maires des villages avoisinants, j'utilise le mot maire, même si ce n'est pas le terme exact, qui étaient là. Et il y avait en plus un chef politique. Et manifestement, c'était le chef politique qui dirigeait tout. Et lui, il avait parfaitement compris la situation, il nous l'avait dit à mi-voix, et il a très bien, gouverné cette réunion qui était un peu impromptue entre ces maires et puis cet homme politique, de façon à leur expliquer comment il pouvait les aider, qu'est-ce qu'il attendait d'eux, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui. Et c'est vraiment un travail remarquable. Plus tout le travail, religieux qu'il fait à côté, comme les traductions de la Bible, la catéchèse, etc., qui permettent de mettre tous les textes à portée des gens qui ne parlent que le khmer. Oui, moi ce qui m'a frappé quand on a vu, on est allé quand même 4 fois au Cambodge depuis, et quand on a vu le père Ponchot là-bas, ce qui est étonnant, c'est ce qui dégage, c'est quelque chose de très humain.
On sent qu'il aime les gens là-bas, il les aime et il les aime intelligemment, je dirais, c'est-à-dire en voulant les aider à se mettre debout, à les remettre debout. Et les aider à s'organiser, à se débrouiller tout seul, à devenir autonome. Ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. Justement, dans les villages où il nous a emmenés, des trous complètement perdus, paumés, où il y a 3 petites paillotes, on le voit vraiment qui met les gens debout. Il les aide à redémarrer. C'est assez formidable. Moi, c'est vraiment le pire hasard que j'ai rencontré le père Ponchot, parce qu'à l'époque, je suis parti du Cambodge en tant qu'étudiant, et puis je l'ai rencontré dans le métro à côté où je travaillais. Vous êtes parti du Cambodge quelle année? J'étais parti en 72, donc ça fait loin. Et puis, quand j'ai rencontré le père, c'est-à-dire j'étais déjà engagé comme bénévole aussi, mais dans une autre association, c'était Enfants du Mékong. Mais à partir après le père m'a expliqué ce qu'il a fait au Cambodge, du coup, je suis revenu sur l'association Espace Cambodge, qu'on m'a vraiment recevoir avec des grands bras ouverts. Alors, du coup, j'ai resté de l'époque jusqu'à maintenant. Je ne décroche plus, quoi. Puis j'étais content d'être là. Voilà. Espace Cambodge existe depuis plus de 20 ans. C'est une ONG. Depuis l'année dernière, l'Espace Cambodge concentre ses actions qu'au Cambodge. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, le mot ONG, je ne sais pas s'il faut l'employer, on est toujours une association. On a travaillé 20 ans à l'insertion des familles cambodgiennes dans le tissu social français. Et il nous est apparu que désormais, comme l'a dit Anne-Marie tout à l'heure pour les personnes qui sont au Cambodge, les aider à se responsabiliser, à se mettre debout, à devenir autonomes, à se prendre complètement en charge, eh ben, c'était ce que nous devions faire. Alors, il y a eu deux choses qui ont fait que ça a précipité le mouvement. D'abord, j'ai pris ma retraite. Hein. Voilà, je suis une vieille. et puis, donc j'ai pris ma retraite. Et puis également, les subventions que nous recevions depuis déjà pas mal d'années se sont faites un peu plus rares. Et justement, toutes ces choses-là nous ont fait dire qu'il fallait qu'on prenne désormais un virage. Ce qu'on a fait. Alors voilà, on a pensé que maintenant on pouvait consacrer le temps qu'on pouvait donner uniquement en vue d'aider les œuvres du Père Ponchot au Cambodge et également de quelques autres prêtres qui sont des missions étrangères de Paris aussi et qui sont dans d'autres villages. Il y a Gérald, il y a Olivier, il y a Vincent maintenant. Donc toutes ces personnes qui vivent au Cambodge et puis la grande œuvre que le Père Ponchot a entreprise là-bas, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, dans toutes ces constructions. Anne-Marie a évoqué tout à l'heure les villages vraiment paumés où justement les ONG ne vont pas, parce que ce ne sont que des pistes et c'est des circuits difficiles. Et lui a pensé spontanément qu'il devait aller vers les plus pauvres. Voilà, alors donc l'espace Cambodge maintenant est uniquement tourné vers le Cambodge. Si je vous dis Cambodge, vous me répondez. Par exemple, Michel. À vrai dire, le Cambodge, c'est vrai que c'était les Khmers rouges dans notre côté historique qu'on pouvait avoir en tête, mais on réalisait pas très bien, enfin moi personnellement je réalisais pas très bien ce qu'était le Cambodge, jusqu'au moment où notre fils a dit je vais partir en coopération au Cambodge. Alors là d'un seul coup effectivement on s'est intéressé de beaucoup plus près au Cambodge, à savoir un peu ce que c'était, la taille du pays, le nombre d'habitants, ce qui s'était passé. Alors pour savoir ce qui s'était passé en particulier selon les Khmers rouges, on était à Espace Cambodge, ensuite aux premières loges pour avoir tous les renseignements. Donc avec les livres du Père Ponchot ou les livres écrits par d'autres personnes. Donc au début c'était la découverte. Comme a dit Anne-Marie, on est arrivé en 95, en novembre-décembre 95 au Cambodge et c'est vrai qu'on a vu un Cambodge, à dire vraiment le Cambodge d'avant.
d'une certaine manière, par rapport au Cambodge qu'on peut voir aujourd'hui. Et là, on peut dire qu'entre 95 et maintenant, il y a eu des changements énormes. Mais ça nous a permis d'avoir une certaine idée de l'authenticité du Cambodge d'une certaine époque. On est arrivé à Battambang. Déjà dans l'avion, Anne-Marie était un peu affolée parce que le pilote a sorti les cartes. Alors c'est pas courant d'abord de voir le pilote, et ensuite d'avoir le pilote qui sort les cartes en disant bon bah voilà, je vois où c'est. Pour moi ça m'affolait pas du tout, mais ça peut affoler. Et puis le terrain d'atterrissage qui était de l'herbe, ça c'était assez fréquent en France à une certaine époque. Et puis après on arrive dans un endroit qui est pauvre. Extrêmement pauvre et on s'est habitué à avoir du riz le matin, midi et soir, etc. Enfin, de vivre comme les Cambodgiens vivaient aux alentours et d'aller les voir dans les villages, de les rencontrer, d'être reçus avec tous les honneurs, même dans un tout petit village où on s'est retrouvé assis sur la table parce que c'était les places d'honneur. C'est très curieux. Donc c'était un choc pour nous et en même temps ça nous a permis de voir où arrivait notre fils et puis de comprendre un peu, commencer à comprendre ce qu'était le Cambodge. On continue avec Anne-Marie, comme c'est à côté. Alors vous me dites, la question c'est... Si je vous dis Cambodge. Eh ben moi je répondrais émotion. Je vais vous dire pourquoi. Émotion parce que justement, je ne vais pas répéter un peu ce que Michel a dit, mais c'est vrai que la première fois qu'on est arrivé, j'ai vraiment été plongée dans un monde tellement différent de ce qu'on peut voir ici, quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire une misère épouvantable, les restes de la guerre, vraiment quelque chose une émotion de chaque minute, quoi. Chaque minute, j'avais les larmes aux yeux en me disant, c'est pas possible. Vraiment, on voyait la misère à chaque coin de rue. Et je dis émotion, pourquoi ? Parce que les gens, les Cambodgiens ils sont extraordinaires. Moi, ils sont gentils, ils sont agréables, ils sont sympathiques, ils sont accueillants. Et même maintenant où la misère se voit moins, même si elle existe encore, hein, mais en ville, c'est vrai que c'est moins marquant que ça ne l'a été en 95. Quand on y va maintenant, on voit que ça a énormément évolué. Il y a une classe moyenne qui commence à émerger. Mais vraiment, où que vous soyez dans n'importe quel endroit du Cambodge, c'est ce sourire cambodgien qui finalement est très, très émouvant. D'accord. On passe à Monique. Alors, si je vous dis Cambodge. T'as pas le droit. Bon, si vous me dites Cambodge, je vois le Cambodge à travers les yeux des premiers enfants khmers que j'ai vus arriver à Créteil et qui étaient débarqués de Roissy très très peu de temps avant et qui se sont précipités, ils sont arrivés un jour d'hiver, ils se sont précipités sur la neige et ils ont commencé à manger la neige parce que ça leur rappelait probablement la glace pilée qu'il y avait dans leur pays et qu'ils ont quitté aussi brutalement. Donc c'est par les yeux des enfants. Autrement, historiquement, bon, bien sûr, c'était dans ma tête, avant de les avoir visités, c'était les temples d'Angkor. Et puis le roi Sihanouk également, qui était passé à la télé en 1975 et qui disait mon Cambodge, je reviendrai dans mon Cambodge. Il employait toujours le mot. Et c'était cet homme-là qui était quand même assez bouleversé. Bon, moi je connaissais pas du tout l'histoire ni la politique de ce pays-là. Et ensuite, si je pense à Cambodge, c'est les 2 visites que j'ai fait là-bas avec le père François Ponchot, qui ne nous économise pas quand on va là-bas. On ne dit pas, comme certains touristes qui me font grincer des dents quand ils reviennent du Cambodge en disant j'ai fait le Cambodge, par exemple. Hein, les touristes, quand ils reviennent, disent ce terme-là. Là, on peut pas dire ça. On est, je sais pas, blackboulé au milieu de nulle part, au creux de la population, en dormant aussi au milieu de nulle part, en allant, bon, excusez-moi le terme, mais aux toilettes, il y en avait pas à cette époque-là. Hein. Et puis, donc, on est au cœur du cœur de la population. Et c'est vraiment, comme disaient Anne-Marie et Michel tout à l'heure, très très émouvant. Et ça fait un choc et on n'en sort pas. Comme on y est rentré, je veux dire, on en sort complètement bouleversé en se disant non, les Cambodgiens ne sont pas tout beaux et tout gentils parce que c'est quand même une population assez violente aussi, on en parlera tout à l'heure de notre expérience, mais c'est une population qui est très 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 attachante, c'est passionnant et voilà, bon, comme on dit tout à l'heure, on est scotché et puis voilà.
À vous, Lef. Bon, pour moi, oui. Depuis votre départ du Cambodge en 1972 et votre retour, qu'est-ce qui vous a frappé? Oui, ça fait un pays tellement de changements, c'est-à-dire je reconnaissais plus mon pays. C'est-à-dire tout a changé. Comment dirais les environs de Phnom Penh. Dans le temps, c'était la campagne et maintenant, ça devient la ville. Il n'y a plus de lacs, il n'y a plus d'étangs d'eau, il n'y a plus rien. Et au niveau de population, c'est vraiment concentré. J'ai beau avoir un permis ici et conduisais bien, mais arrivé là-bas, je n'osais pas prendre la voiture. C'est celui qui avance ou celui qui reste sur place? Oui, voilà. Parce qu'il n'y a pas de priorité, il n'y a rien. Et pour la question que vous posez à tout le monde, pourquoi le Cambodge? Parce que je suis cambodgien déjà. Et puis dans la mentalité asiatique, on a toujours une reconnaissance envers des parents. Comme moi, j'ai plus de famille, donc il me reste que mon pays que je devais. Voilà. Et aussi à cause du père, parce que c'est vrai, j'ai trouvé formidable, parce que c'est la seule personne qui fait pour le bien du Cambodge, mais auprès vraiment de la population. Voilà. C'est pas pour les politiciens, c'est pas pour le gouvernement. C'est ce que j'admire en père. Voilà. Merci. Quel est votre pire souvenir à l'espace Cambodge de votre rencontre en compagnie des réfugiés khmers de France? Monique? Le pire, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais c'est toute la détresse des personnes, des familles, des hommes, des femmes, des enfants qui n'avaient pas complètement fait le choix de ce pays, qui sont arrivés là, qui ont éprouvé énormément de difficultés à se faire comprendre et surtout à sortir de chez eux. Je pense que pendant les premières années de l'ouverture de l'association, on a pris notre sac en bandoulière et on est parti, on a monté des étages, on est allé chez chaque famille parce qu'ils avaient des besoins. On entendait le tam-tam un peu, hein, les uns ou les autres qui venaient à l'association nous disaient il y a telle famille qui est dans le désespoir, telle famille qui est dans la détresse, telle famille qui s'en sort pas. Alors on a dit puisque certains ne viennent pas, on va aller à leur rencontre. Donc on est parti. Et on a frappé à toutes les portes. La première visite que j'ai faite sans le père Ponchot, j'ai amené sa photo parce que les gens n'ouvraient pas. Alors je mettais au petit Judas, là, je mettais la photo et dès qu'ils voyaient la photo du père Ponchot, ils ouvraient grand la porte. Et on a créé comme ça la communication. Il y a un autre souvenir qu'on pourrait évoquer avec Anne-Marie, avec Lip aussi, parce qu'il était là. Et ça, c'était dans les derniers temps. Ce sont les personnes qui voulaient faire calculer leur retraite, qui avaient travaillé une partie de leur temps au Cambodge et une autre partie en France, et qui arrivaient, il y avait un pauvre monsieur, mais vraiment celui-là, il est gravé dans notre souvenir, il est arrivé avec une petite valise, et au fond de cette petite valise, il y avait tous ses papiers, il y avait sa vie. Hein. Et alors la première des choses qu'on a faites, on a branché le fer à repasser, on a mis une couverture sur la table, on a repassé tous ces papiers, on les a tous photocopiés de manière à ce qu'ils aient une allure un peu plus correcte. Et on a passé des heures et des heures. Alors quand les administrations françaises nous disaient les subventions, mais vous savez pour ce que vous faites, etc. Mais quand on passe 2 heures ou 2 heures et demie et que tout le viatique des gens est dans leur valise et qu'on défroisse tout ça et qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de reconstituer l'histoire, quand vous parlez de pires souvenirs, vous voyez, c'est peut-être dans ce sens-là. Et que c'est quand même grâce à cette association, au bénévolat des gens, moi j'étais une salariée, mais il y avait tous les bénévoles, il y en a eu jusqu'à 14 à l'association, et qu'on se dit qu'on a pu reconstituer l'histoire et que ces personnes-là, si elles sont debout aujourd'hui, qu'elles ont la possibilité de vivre normalement, c'est bien parce qu'ils en sont passés par là, qu'ils ont poussé un jour la porte de l'association. Quel est votre meilleur souvenir du Cambodge? Est-ce que je peux rajouter un mauvais... Enfin, c'est pas un mauvais souvenir, l'expression est pas bonne. Je dirais une chose qui m'a vraiment touchée et qui a été assez dure. Je me souviens de ce monsieur qui était à Espace Cambodge, qui était un
un pauvre bonhomme à moitié SDF, non, parce qu'il était habité dans une espèce de chambre, enfin bon. Et il venait souvent à l'association manger. C'était un peu son refuge, c'était un peu un coin du Cambodge. Et puis cet homme voulait voulait mourir au Cambodge. Il est tombé très malade, il a eu un cancer du foie, je crois. Et il n'a pas pu partir au Cambodge, il est mort en France. Et moi, j'ai été très très marquée par son enterrement, parce que finalement, cet homme qui était autour de lui, les gens d'Espace Cambodge, on avait fait venir 2 bonzes, et il y avait une autre personne d'une association du 19e. On a accompagné ce bonhomme jusqu'au bout, ce monsieur. On lui a acheté un costume. On a vraiment, enfin, je veux dire, on l'a accompagné jusqu'au bout, et ses cendres sont parties au Cambodge parce qu'on savait que c'était ses dernières volontés. C'était des pauvres bougres, des gens cassés, abîmés par la guerre, seuls, à qui on a pu apporter. On a essayé d'apporter un coin de ciel bleu. Voilà. Ouais. Alors voilà, il n'avait pas de famille, il n'avait personne. Et puis alors mes meilleurs souvenirs, c'est tout d'abord, je vais dire, toutes les crises de fou rire qu'on peut avoir parce qu'on a une très bonne ambiance et qu'on s'amuse beaucoup. On est toujours très gai. Mais les meilleurs souvenirs, je dirais, c'est les voyages qu'on a organisés avec des familles. On a fait ça pendant plusieurs années. Des voyages, pendant les vacances, on partait 1 semaine. Alors on a été à Lourdes, on a été à Dax, on a été, Poitiers, des endroits où, à la fois, on passait des vacances, mais en même temps, on les faisait un petit peu réfléchir et échanger. Surtout, je me souviens d'une fois où on a essayé d'échanger, Fally pourra en parler, entre générations. On a voulu que les générations se parlent, les jeunes puissent parler aux anciens, et que les anciens racontent un petit peu et que les jeunes comprennent. On a essayé d'établir un pont entre les générations. Et c'est des souvenirs fantastiques, ces semaines de séjour où eux vivent en terre cambodgienne pendant 1 semaine un petit peu. Voilà. À vous, Michel. Compte tenu de ce que je viens d'entendre, et pour rester sur les bons souvenirs, Et les mauvais souvenirs, vous n'en avez pas. je partage les mêmes mauvais souvenirs. Je pourrais rajouter cette jeune femme qu'on a vue arriver un jour, qui était pieds nus, qui était recroquevillée sur une chaise, et qui était là depuis à peine 1 an, et qui était dans une famille qui s'était vraiment moquée d'elle, et qui souhaitait qu'une seule chose, c'est de repartir. Mais il a fallu qu'on débrouille toute cette affaire, parce que la famille ne voulait pas la laisser partir. Enfin, la famille cambodgienne chez qui elle était ne voulait pas la laisser repartir. Elle était prostrée, même pas assise comme moi, mais vraiment assise sur la chaise, et on a réussi quand même à la faire repartir. D'autres n'ont pas eu toujours cette chance aussi. Sinon, dans les bons souvenirs, il faut quand même reconnaître que, puisqu'on est là tous les 4, il ne manque plus qu'une personne, c'est-à-dire le mari de Roger, le mari de Monique. C'est que nous avons eu la chance d'apprendre le cambodgien avec un excellent professeur au cours d'un de ces séjours. C'est-à-dire que on a l'habitude à la fin de chaque séjour de faire faire aux autres quelque chose, et cette fois-ci on s'est dit on pourrait peut-être participer aussi au spectacle. Donc on était 4 pour apprendre le cambodgien, donc on s'était fabriqué des phrases en français qu'on a fait traduire ensuite en cambodgien, et Lip était notre professeur et devait nous faire réciter ce qu'on avait effectivement tenté d'apprendre. Et ça a été très réussi pour faire rire tout le monde, nous compris. Oui, le meilleur souvenir, c'est tout le monde qui a déjà dit. Oui. C'est-à-dire, surtout pour moi, c'est surtout les vacances, les sorties ensemble, et les Khmers. Ça, c'est vrai que je ne trouve pas ailleurs. D'accord. Voilà. Et les mauvais souvenirs Les mauvais, j'en ai proprement pas, parce que je l'ai connu Espace Cambodge après une époque qui est déjà bien démarrée, et puis tous ces gens qui sont déjà bien en place, quoi. Bon, je sais que le meilleur souvenir, en fin de compte, bon, je suis très content, surtout actuellement que je m'occupe d'une personne âgée, que c'était vraiment pas de ma famille, c'était une dame qui est rentrée en France par intermédiaire du Premier ministre, et après sa mort, les enfants l'ont laissé dans la rue, et c'est Espace Cambodge qui ont recueilli. Et puis comme on a fermé
les branches sociales. Donc du coup, moi, je suis très content de la reprendre en charge. Voilà. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du Cambodge? Tout dépend dans quel axe on se place. Vu de France, avec les informations qu'on a, on a l'impression que il n'y a plus aucune difficulté au Cambodge. Maintenant, à chaque fois que le père Ponchot revient en France, et puis plusieurs fois dans l'année, puisqu'il nous envoie une revue de presse avec le quotidien au Cambodge, ce qui s'y passe, on se rend compte que le Cambodge, il n'est pas tout à fait sorti d'affaires quand même. Bon, il est en évolution favorable, mais on a l'impression que, selon l'expression consacrée, les riches sont faits pour être de plus en plus riches et les pauvres doivent rester définitivement pauvres. On a un peu cette impression-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution, que on peut dire ce qu'on veut du gouvernement actuel et on va peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais comme dit souvent le père Ponchot, c'est quand même le moins mauvais pour le moment. Et quand on écoute les Cambodgiens qui reviennent du Cambodge ou ceux qui font les allers-retours, ils voient qu'il y a quand même une progression lente mais vraie. Bon, dans les villages, c'est un petit peu différent. On a aussi l'impression que comment on va appeler ça, le tribunal pour juger les anciens Khmer rouges, sont plus ou moins une mascarade, d'après ce qu'on en entend. Maintenant, c'est tout à fait gratuit ce que je dis, puisque je ne suis pas dedans. Mais quand même, des personnes bien informées le pensent vraiment. Les personnes bien informées, ce sont les Khmers qui sont en France. Eux-mêmes disent, nous sommes des bouddhistes, et pour nous, les Khmers rouges, ils ont maintenant un tel mauvais karma qu'ils sont déjà jugés. Et je ne vois pas pourquoi les hommes vont se casser la tête pour faire ce qui est déjà fait. Voilà, les Khmers, eux, ne sont pas très d'accord, et Lip peut-être pourra compléter ça, en disant que c'est pas la peine de faire un simulacre de jugement avec 3 personnes qui sont complètement vieillissantes et qui vont mourir de leur belle mort peut-être avant la fin de ce jugement. Parce que ils sont très âgés, et puis que comme ça prend tellement de temps à se mettre en place. Voilà. Bon, on a abordé là un petit peu la politique, c'est un petit peu gratuit et fortuit, mais bon, voilà. En même temps, comme il parle de l'histoire du karma, ça veut dire que, comme vous venez de dire tout à l'heure, les pauvres sont faits pour rester pauvres toute leur vie, quoi. Je sais pas si c'est peut-être relié, effectivement, ça peut être relié, ou on le voit comme accroché au karma des personnes. Je crois pas que ça veuille dire ça. Je crois que quand on a faut pas les toucher, c'est ça, parce qu'ils ont déjà un mauvais karma. Oui, mais ça c'est un petit peu ce que le bouddhisme, ou ce qu'on a compris nous occidentaux du bouddhisme, on dit que les bonnes actions ou les mauvaises actions suivent les personnes comme leur ombre. Donc si on s'attache à cette image-là, on se dit, et là je me reporte à ce que disent des Cambodgiens qui sont quand même très très au courant, comme Vuti, comme Vong, comme ces personnes-là disent que les Khmer rouges c'est pas la peine parce que ils sont déjà jugés. Voilà. Et que dans leur vie future, ils vont se transformer, pour ceux qui sont déjà morts, c'est peut-être les vermisseaux de la terre ou les petites fleurs des champs. Enfin, voilà. Quelque chose comme ça pour imager un peu. Bon. On va passer à votre... Pour le Cambodge d'hier, aujourd'hui, oui, pour moi, il y a une très différence. Parce que dans le temps, le Cambodge, on peut vivre sans mourir, sans avoir un sou, que actuellement, non. Parce que le Cambodge, c'est vrai qu'une richesse formidable. Dans la forêt, vous avez les fruits. Quand il y a de l'eau, il y a du poisson. Et maintenant, quand j'arrive, je vois, il n'y a plus d'étang d'eau, il n'y a plus rien. Les arbres fruitiers, ça n'existe plus. Autour de Phnom Penh, c'est que des maisons, et ainsi de suite, quoi. Donc actuellement, pourquoi les pauvres... c'est-à-dire on le laisse mourir. Ouais. Et pour le jugement des Khmer rouges que Monique m'a dit tout à l'heure, que je pense que oui, normalement, le jugement c'est une mascarade comme elle a dit, parce qu'en fin de compte,
parmi les gouvernements actuels, il y a des anciens Khmer rouges, mais eux, ils sont bien au pouvoir, donc on ne peut pas les juger. Et pourquoi on juger ceux qui ne sont pas au pouvoir? Bon, voilà, c'est ce que je pense. Mais il faut commencer par quelqu'un. Ah bah oui, commencez par le pauvre. Voilà, les riches, ils sont toujours là. Michel? Après tout ce que je viens d'entendre, c'est difficile de rajouter quelque chose. Mais effectivement, nous, on a deux possibilités de voir le Cambodge. J'allais dire, l'une, c'est à travers, même trois, on pourrait dire, l'une à travers les Cambodgiens, l'autre à travers les yeux du père Ponchot, tout ce qu'il écrit. Et puis, le troisième, c'est à travers la vie de notre fils là-bas. Lui, évidemment, dans la vie économique. Donc, vu sous l'angle de la vie économique, en 10 ans, il y a eu un incroyable développement. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui continuent à devoir être faites. Donc, il y a quelque chose sous l'angle économique qui se développe incontestablement. Côté politique, alors je prends les yeux du père Ponchot, c'est plus difficile parce qu'effectivement, c'est un gouvernement très particulier. Alors, je ne vais pas le juger à travers les yeux d'un occidental, il faut se remettre vraiment au Cambodge. Et pour le Cambodge, comme dit le père Ponchot, c'est probablement la personne la moins mal. En tout cas, il impose une certaine discipline partout. Je ne dis pas qu'il réussira à réconcilier tout le monde, mais il y a quelque chose qui peut se développer dans ce cadre-là. Et puis, à travers les Cambodgiens, je crois que Lip a mieux parlé que moi sur le sujet. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, mais je dirais que moi, je peux faire un vœu que le Cambodge puisse s'ouvrir effectivement davantage. Moi, ce que je vois, c'est... Il y a une chose qui m'a frappée lors de notre dernier voyage au Cambodge, c'est que je trouvais qu'il y a une jeunesse qui a l'air d'émerger. Une jeunesse qui a travaillé, qui a fait des études, un peu plus qu'avant, et qui semble vouloir émerger. Moi, je mise beaucoup là-dessus. Je me dis qu'après tout, c'est peut-être eux l'avenir du Cambodge. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils ont quelque chose d'autre à vivre. Et peut-être que c'est ce qui aidera le Cambodge à se développer, simplement en espérant que la corruption disparaîtra un jour ou l'autre, parce que malheureusement, avec la corruption, on ne peut rien faire, quoi. Oui, monsieur. Alors aujourd'hui, que pouvez-vous dire de l'œuvre du pharaon Ponchot Ier? C'est vraiment Pharaon Ponchot Ier. Oui, on peut le dire. Bon, il a un amour incommensurable du Cambodge. Hein. Donc, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, avec l'équipe qu'il a là-bas, parce qu'il est quand même si c'est un pharaon, il n'est pas tout seul. Souvent, il se caractérise comme le lapin du Cambodge, le Sopiep Tonsai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense du travail du père là-bas? C'est un peu ça, hein, la question quand même. Je trouve qu'il est quand même extraordinaire parce que, comme disait Anne-Marie tout à l'heure, il se soucie d'abord de passer par les Khmers pour réaliser les besoins des Khmers. Il va pas dire voilà il faut ça ou ça ou ça. Non, c'est pas ça. La première des choses qu'il a fait, c'est monter des petits comités. Dans les Kulin, par exemple, vers Phnom Kulen ou à Damna Kampel ou à Purchrook, à Trapean Kandaol, il a monté des petits comités parce qu'ils étaient au sein de la population et c'était à eux de discerner ce qui était bon pour la population. Et c'était les Cambodgiens eux-mêmes qui étaient chargés de donner la réponse et de dire, voilà, il faudrait qu'on fasse telle ou telle chose. Tout à l'heure, vous parliez de Pharaon. Bon, c'est parce que comment ça s'appelait voilà, aidez-moi là. Non, pas les pyramides. Les barrages, voilà. Oui, c'est ce mot-là. Les anciens barrages Khmer Rouge n'étaient plus exploités depuis très longtemps. Il s'est fait quand même un peu bousculer quand il a émis l'idée que peut-être on pouvait les reprendre, qu'on pouvait retrouver de l'eau et puis pouvoir redémarrer de là. C'est sûr que quand on comprend les Khmers, le phénomène de rejet qu'ils ont eu quand ils ont entendu parler de ça, ça leur rappelait des choses tellement douloureuses et tellement difficiles que vraiment ils ont eu ce phénomène de rejet. Ensuite, ils se sont mis au travail parce qu'ils
ils ont compris aussi que la moitié du travail de ces choses-là était déjà accompli. Il n'y avait plus qu'à finir de creuser. Et redémarrer de là, ça a économisé quand même la moitié du travail. Il a eu la bonne idée aussi de dire, voilà, pour tant de mètres cubes de terre, vous aurez tant de kilos de riz, de manière à ce que la population mange, mais aussi prévoit les futures rizières. Actuellement, il a, avec Toulouse, remis au point certaines cultures du riz, voilà, le repiquage du riz, la nouvelle méthode. Bon, c'est pas encore fait parce que c'est vrai que les anciens cultivateurs de riz, des rizières, sont un peu sceptiques. Et pourtant, je pense que ça va se refaire aussi. Le fruit du dragon est replanté également. Il y a un certain nombre de choses qu'il est en train de remettre à jour. En ce moment, il est en train de lutter contre l'éducation nationale cambodgienne, qui fait que les futurs médecins vont être tellement peu médecins qu'il va y avoir des catastrophes à ce niveau-là. Les collèges sont... Bon, le niveau des collégiens est très très bas. Est très très bas. Il est en train de lutter contre ça, en se disant il faut qu'on élève d'autres collèges ou d'autres écoles de manière à former déjà les professeurs ou les instituteurs pour que la population, les jeunes, reçoivent des cours qui vaillent d'être suivis. Voilà, c'est quand même un peu difficile tout ça. Il y a les écoles maternelles aussi, il en a beaucoup parlé, qui font que les enfants apprennent beaucoup de choses. Les plus anciens se disent, là, les petits ont appris, nous on ne sait pas, on est écmaqués, on est honteux, quoi, voilà. D'accord. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du pharaon.